Bonjour, c'est Naëlie, j'ai 10 ans et aujourd'hui je vous propose une nouvelle balade du côté de Moisdon-la-Rivière. Un endroit calme et très joli. Vous pourrez vous balader mais aussi découvrir un musée, le musée des forges. On y raconte de façon très claire le passé minier et le travail dans les forges du XVIIe jusqu'au XIXe siècle. Vous me suivez ? Le site de la Forge Neuve, c'est un site qui fonctionne comme toutes les usines à fer, puisqu'à l'époque on appelait ça une usine à fer. Elle date de la fin du XVIIe siècle. La construction a été entamée en 1668, puisque le prince de Condé, qui était baron de Châteaubriand, a passé un contrat pour faire construire cette forge et mettre en valeur les bois de sa baronnie. Alors ce personnage-là, c'est l'un des principaux seigneurs du royaume, c'est le cousin de Louis XIV. Alors il ne connaissait pas forcément grand-chose aux techniques lui-même, mais c'est son conseil qui lui a donné l'idée de construire une forge et de profiter directement des revenus. Donc on commence par construire ce barrage, ici, pour créer une retenue d'eau, et l'eau canalisée va ensuite faire fonctionner les différents trous des ateliers. Pour le fonctionnement de ces ateliers, il est nécessaire de transformer une partie des forêts en bois. Donc à peu près 375 hectares de forêt étaient transformés en bois à l'année pour le fonctionnement des ateliers. Donc dans les hauts fourneaux pour fabriquer la fonte, on utilise à la fois du charbon de bois, le minerai de fer et la castine, cette pierre calcaire qui se trouve ici. Le premier atelier ici, c'est un haut fourneau à double cuve dans lequel on va charger du minerai de fer, du charbon de bois et un fondant calcaire qu'on appelle de la castine. On monte le tout à 1600 degrés et on coule ce qu'on appelle une gueuse de fonte. La fonte, c'est cet amalgame de métal un petit peu pâteux, chargé en carbone, qui a deux destinations. Soit on va la mouler pour faire des objets, soit on va la garder sous forme de gueuse, sous forme de barre. Et cette barre va ensuite être retravaillée dans le second atelier, l'affinerie. Cette opération d'affinage permet de transformer la fonte en fer. Troisième atelier, ce qu'on appelle une fenderie, où on va fendre le fer obtenu en barres qui font toutes la même taille et le même poids. Et ça, c'est l'essentiel de la production de cette forge, ces fameuses baguettes de fer fendues qui servent ensuite pour la construction. Pour faire fonctionner ces trois ateliers, évidemment, d'autres bâtiments sont nécessaires. Déjà, pour stocker le charbon de bois, c'est assez volumineux, ça prend de la place, donc on construit des halles à charbon. Le bâtiment qui est ici, c'est la halle à charbon qu'on appelle la halle au fourneau, puisqu'en fait, c'est un charbon assez gros qui va être utilisé dans le haut fourneau. Alors nous sommes à l'arrière de la halle au fourneau. Les mulets arrivaient par ce sentier et on les déchargeait de leur monture, on va dire, qui était tout simplement du charbon de bois, pour mettre les sacs toujours par le dessus. La halle qui se trouve ici, c'est la halle où on entrepose le menu charbon qui va servir dans l'affinerie ainsi que dans la fonderie. Au centre, on va trouver un entrepôt, un magasin, où on va stocker les produits finis. Et on va avoir un peu partout autour des maisons qui vont servir alors, pour des choses un peu plus administratives. On va trouver des gens qui font la comptabilité, qui tiennent tous les registres de ce qui est vendu. Et autrement, on a des maisons, puisque les ouvriers sont logés sur place, dans toutes les petites maisons qu'on voit ici. Donc il y a un village ouvrier avec des maisons qui font toutes la même taille, la même surface, quoi. Alors ici, vous avez la maison des Trébuchets. L'ancêtre de Victor Hugo était maître fondeur ici et il habitait cette maison. Alors, ces maisons, 39 mètres carrés de grandeur, étaient à la disposition des ouvriers qui vivaient, des ouvriers spécialisés, notamment dans cette petite maison, eh bien, habitait le renoueur de jambes. Il était chargé de remplacer ceux qui ne pouvaient pas travailler. Et en plus, il était rebouteux, tout simplement. Les clients principaux de la forge étaient soit des agriculteurs de la région qui venaient retirer l'outillage, et sinon c'était des forgerons qui venaient récupérer les grandes barres de fer
et qui s'en servaient pour faire des rampes d'escalier, des rambardes de balcon, des garde-corps. Et ça servait surtout à la construction à Nantes. Il y a eu des boulets de canon, mais uniquement les boulets, pas les canons, parce que le fer n'était pas assez solide pour fabriquer les canons en eux-mêmes, mais on fabriquait quand même les boulets pour la marine. En 1869, la forge neuve s'arrête de fonctionner. Pour plusieurs raisons. Alors, essentiellement, c'est la question de la rentabilité de l'établissement face aux fers anglais qui sont beaucoup plus... qui sont moins chers tout simplement, et de meilleure qualité que les fers qui étaient produits ici auparavant. Et le site en lui-même est à vendre et connaît d'autres activités. Par exemple, au début des années 1890, il y a une cidrerie qui s'installe ici, mais ça dure que 3 ans. Après, il y a une féculerie, donc on avait encouragé des gens à planter des pommes de terre, et la féculerie est vendue en 1938. Et à partir de ce moment-là, le site est racheté, et il y a un camp qui s'installe ici. Alors d'abord un camp de réfugiés espagnols qui fuient la guerre civile, et après il y a les tziganes qui sont enfermés là, à partir de 1940, et donc jusqu'en 1942, date à laquelle ils sont transférés vers d'autres camps, notamment dans le Maine-et-Loire et dans la Sarthe, d'où ils ne sont libérés qu'en 1946, donc bien après la libération de la France.